me présente comme étant un co-législateur, puisque la directive Inspire, comme toutes les directives environnementales, sont coécrites par les États et par le Parlement européen. Donc c'est évidemment une vision de la loi qui est un peu particulière, c'est une loi comme principe d'action, puisque je suis seulement un ingénieur, tandis que bien sûr Sarah Lenoir étant, elle, une vraie juriste, a une vision de la loi un peu différente de ce que je peux avoir. Donc ce qu'on m'a demandé, c'est de vous faire un point sur que dit la loi, en gros, qu'est-ce qu'on a envie de partager avec vous, nous, État, sur le partage de données géographiques. Donc pour l'État, alors ça on voit déjà les problèmes d'interopérabilité, je ne parlerai pas d'interopérabilité entre Microsoft et OpenOffice, plus que ça. Donc pour l'État c'est très simple, on a un Premier ministre qui nous a donné un ordre, on a une loi qui encadre cet ordre et qui dit pour tous les services de l'État, que ce soit les établissements publics ou les services déconcentrés, il faut tout diffuser par défaut sur Internet, sauf quand il y a des restrictions légales. Et pour tout le monde, c'est gratuit, sauf les quelques établissements publics, Météo France et Hygiène, pour les plus importants, qui ont le droit de faire payer leurs données. Et encore, normalement, la plupart d'entre vous n'ont pas à payer les données de l'hygiène, par exemple. Donc tout ça doit être catalogué, tous les catalogues sont en ligne et accessibles gratuitement. Même si les catalogues décrivent des données qui sont couvertes par la sécurité publique et d'autres secrets. Donc pour un fonctionnaire de l'État, c'est extraordinairement simple. Il n'est pas censé se poser beaucoup de questions. Pour les collectivités, c'est évidemment un peu plus compliqué, puisque vous n'êtes pas sous l'autorité du Premier ministre et donc vous n'avez pas à obéir à ses ordres. En revanche, il y a quand même un certain cadre juridique. Donc ce que dit la loi, c'est pour les collectivités et leurs groupements, les délégataires de services publics qui travaillent pour elles et toutes les personnes, morales en particulier, qui travaillent pour les deux premiers. Donc ça commence à faire beaucoup dans un pays comme la France, de gens qui sont en fait des autorités publiques. Donc ça veut dire que toutes les données qui sont dans les annexes d'Inspire, en gros à peu près tout ce qu'on fait dans une DTT en particulier, donc beaucoup de choses qu'on fait dans un conseil départemental, dans une collectivité de rang communal ou dans un conseil régional, sont concernées dès qu'on touche un tout petit peu au cadastre, à la description du territoire d'une ville, etc., etc. Il n'y a que le logement, par exemple, qui n'est pas dedans. Donc là encore, bien entendu, on ne fait pas n'importe quoi. Donc tout ce qui intéresse la sécurité publique, le respect de la propriété intellectuelle des tiers est respecté. Dans le modèle économique de leur choix, là, c'est les genres de questions qu'on est en train de se poser après le vote de la loi NOTRe, puisqu'il y a une loi qui impose aux collectivités l'open data. L'open data, ce n'est pas payant. Et donc, les collectivités qui ont mis en place des licences freemium, le Grand Lyon par exemple, je ne sais pas s'il y a des cas en Alsace, vont devoir interroger probablement leur modèle économique par rapport à cette nouvelle législation. Et enfin, pour ceux qui connaissent vraiment bien la directive Inspire, on avait évité aux collectivités de rang communal et leurs groupements, etc., de tomber dans le cadre d'Inspire parce qu'on considérait que c'était beaucoup trop lourd pour elles. Et là, aujourd'hui, on a d'un seul coup la loi NOTRe qui dit Open Data pour toutes les communes de plus de 3500 habitants, et on est en train de regarder juridiquement, est-ce que du coup Inspire s'adresse maintenant au rang communal ou pas. Et bien évidemment, là aussi, toutes les données sont cataloguées et toutes les métadonnées sont accessibles gratuitement. Jusqu'à là, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Alors, la collectivité, cette diapo-là, c'est parce qu'on va dire, mais pourquoi il faut faire tout ça? Donc il y a plein de gens qui disent, Inspire, ça ne sert à rien. Et c'est une contrainte. Je confirme, une loi, ça a tendance à être une contrainte. Sinon, on ne ferait pas de loi. En particulier, on a fait cette loi après 10 ans d'ouverture au volontariat. Donc chacun publiait ses données. J'ai beaucoup travaillé sur les pollutions et les risques. Et on disait, vous publiez vos données, c'est super, vous allez voir, c'est merveilleux. Et puis ça n'a pas marché. Et donc fatalement, au bout d'un moment, les enjeux pour nos concitoyens de l'information sur les risques, tout à fait par hasard, étant ce qu'ils sont, on a considéré qu'il fallait dépasser le volontariat pour aller vers quelque chose d'un peu plus contraignant. Et c'est ça qui a donné Inspire. Inspire est lié
à une demande des États membres d'avoir une réglementation et non pas d'une élucubration de fonctionnaires bruxellois qui auraient voulu ça. C'est vraiment important. Et donc Henri Pornon, qui est un consultant renommé en France sur toutes ces questions d'organisation, en particulier des collectivités territoriales autour des systèmes d'information géographique, a publié un billet la semaine dernière qui dit en gros, tous les gens que je rencontre disent qu'Inspire c'est une contrainte, c'est insupportable, ça ne sert à rien. Par contre, tout le monde lui dit il faut qu'on dispose d'un point unique d'accès aux données d'autres organismes, typiquement une sorte de catalogue de données qui serait sur Internet, pour faciliter la recherche, comme si on avait des mots-clés, des choses un petit peu encadrées, comme on a mis dans les guides du CNIJ, s'assurer qu'on a bien les données les plus récentes et remplacer les téléchargements par des services web. Donc, tout ça, c'est évidemment complètement dans Inspire. Donc on voit bien que Inspire, c'est quelque chose sur lequel on a été d'une médiocrité absolue sur la communication. En revanche, les moyens, les problèmes qu'on cherche à résoudre et les moyens pour les résoudre ont quand même circulé dans notre domaine et ont à peu près convaincu, en tout cas ont convaincu beaucoup de monde. Un autre point de vue pour les services de l'État, donc c'était le directeur régional de la DRAF, de la Direction régionale de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt de Franche-Comté, pas très loin d'ici. Donc lui, c'est un directeur régional, c'est pas un géomaticien, la donnée, il s'en fiche, c'est pas son problème. Lui, il a des missions de service public et il veut les faire avec le minimum d'effectifs dédiés à cette tâche. Et lui, il disait, comment savoir où sont les données extérieures dont j'ai besoin? C'est-à-dire qu'il a bien la conscience que l'État ne peut rien faire sans les collectivités et les établissements publics, et on a la faiblesse de penser que c'est vrai aussi dans l'autre sens. On a aujourd'hui besoin des données des SDIS, on a besoin des données de l'IGN, on a besoin des données de tout un tas de gens. Et on ne gère le territoire qu'en mettant nos systèmes d'information connectés, plutôt qu'en ayant chacun, à chaque fois, sa propre orthophoto, etc., etc. Ensuite, la question de la confidentialité réelle ou imaginaire. Il avait une très nette conscience qu'une partie de ses troupes mettait un gros tampon sécurité publique sur des choses qui n'avaient absolument rien à voir avec la sécurité publique. Les problèmes de conventionnement, il avait bien conscience que ça prend 6 à 9 mois à ses agents et que ça ne servait strictement à rien. Et enfin, la qualité de la donnée, c'est comment demander à un préfet de prendre une décision publique qui va avoir un impact sur le territoire en ayant, disons, en connaissant la marge d'imprécision des données qui vont alimenter l'analyse du service pour après prendre un arrêté. Et aujourd'hui, il faut bien reconnaître que dans les collectivités, c'est sans doute beaucoup mieux, mais dans les services de l'État, on a un petit problème de traçabilité de la donnée. Et donc, on envoie à nos préfets, ou nous à nos ministres, des informations, des analyses spatiales, qu'on fait du mieux qu'on peut avec les données qu'on a. Simplement, encore la semaine dernière, on se posait la question de savoir cette donnée-là, elle a été faite avec quelle source? Donc, en gros, quelle est la précision, la résolution, l'échelle? À jour de quand? Alors là, on commence à avoir des soucis beaucoup plus importants dans les métiers du ministère de l'écologie, etc., etc. Donc, on a un certain nombre de problèmes sur la qualité de la prise de décision des grands décideurs publics. Et bien évidemment, je pense que pour les élus de vos différentes collectivités, il y a à peu près les mêmes problématiques qui doivent se poser. Alors la grande question, c'était, j'ai lu ça plein de fois, en gros, qu'est-ce qui se passe si je ne fais rien? Et jusqu'au 7 août, la réponse c'est pas grand-chose, puisque de toute façon, c'est l'État qui paiera. Et puis depuis le 7 août, grâce au Parlement français, les collectivités sont solidaires de l'État dans le paiement des amendes et des provisions en cas de manquement à des lois européennes. Donc je suis absolument heureux d'avoir votre compagnie dans cette tâche douloureuse. Et donc, ça se passe comment? Bon, juste, c'est pas pour comment dirais-je, agiter le gros bâton, mais en fait, les lois européennes, c'est vraiment des lois qu'on applique, sinon ça nous coûte très cher. Et donc, j'ai calculé que pour la France, si on était condamné parce qu'on n'avait pas mis au hasard les services de téléchargement et de consultation, donc les WMS, on aurait à peu près 85 000 € d'astreinte par jour. On avait compté avec Philippe Mussy qu'en gros, pour une région, ça faisait 1 000 € par jour, ce qui fait 365 000 € par région et par an, ce qui est beaucoup plus que le budget du service SIG du Conseil régional d'Alsace, à mon avis.
Alors tout ça, après, ça sera il y aura des péréquations et tout ça, j'imagine, mais ça reste quand même des sommes assez incitatives. Et donc, bon, je vous dis simplement que moi, ce qui m'intéresse le plus dans le contentieux, c'est surtout de le prévenir, parce que au-delà des aspects budgétaires, moi j'ai vu ça dans Natura 2000 ou dans des choses comme ça, on a la commission qui dit au gouvernement français, attention, dans 6 mois, on va vous taper sur la tête très très fort. Et dans ce cas-là, on a le secrétariat général du gouvernement, donc le Premier ministre, qui dit ouille, et qui ordonne au préfet très très vite de changer les choses pour ne pas payer les amendes. Et les préfets se retournent instantanément vers les chefs de service déconcentrés en disant dans 2 mois c'est fini. Et sur qui ça retombe? Sur les géomaticiens. Je n'ai absolument aucun doute qu'on aura la même chaîne de responsabilité dans les collectivités. Donc ce que j'essaie de vous dire, c'est il faut qu'on arrive à être à un niveau suffisamment avancé, chacun chez soi, pour que le jour où il y a un haut décideur qui dit il faut que tout soit réglé dans les 2 mois, on ait le moins de panique possible, parce que la panique ça coûte très cher, c'est complètement stressant, et en plus, d'habitude, en mode panique, on fait n'importe quoi et on est obligé de tout refaire derrière proprement. Et ça, c'est vraiment, j'ai fait 10 ans sur la prévention des risques et la gestion de crise. Le retour à la normale, c'est aussi douloureux que la gestion de crise dans un certain nombre de cas. Donc c'est un message de prévention que je vous adresse là. Donc, un autre constat, puisque je suis en charge du rapport de la France à la Commission européenne, et donc je fais des évaluations régulièrement pour voir où on se situe dans notre progression. Donc premièrement, l'excellent constat, c'est que quand on a commencé à diffuser des données et des métadonnées, on en diffuse toujours de plus en plus. Donc ça, on a bien vu ça avec les directions départementales des territoires, qui ont eu une certaine inertie à la mise en œuvre. Et puis, donc ça m'inquiétait franchement. Et puis, au début de l'année dernière, on a vu quand la courbe commençait à augmenter très considérablement. Alors j'étais très content, puis je me suis rendu compte que c'était ceux qui avaient déjà ouvert les placards qui en fait diffusaient toujours plus. Et dans l'évaluation du mois de mai de cette année, je l'ai constaté également, mais j'ai aussi constaté dans l'évaluation du 30 août que c'était vrai aussi pour les collectivités territoriales, conseils régionaux et conseils départementaux, qui, une fois qu'ils ont franchi, alors il y a l'obstacle technique, il faut avoir des logiciels qui font ça. Donc ça ne s'invente pas, il faut les mettre en place. Je ne vais pas vous expliquer le coût que ça, c'est vrai. Mais une fois que les logiciels sont en place et que culturellement on a un peu vaincu sa crainte, ses peurs et tout ça, on voit qu'il y a une vraie mécanique. Donc moi je me dis que si tout le monde, quand il a mis le doigt dans l'engrenage, continue, c'est qu'il doit y avoir un bénéfice quelque part. On n'a pas des centaines de géomaticiens qui se mettent comme ça à diffuser de l'information simplement parce qu'on leur a dit c'est super et il faut le faire. Donc les services de l'État, c'est bien normal puisque c'est nous qui avons la responsabilité principale, sont plutôt bien avancés dans la démarche. Les collectivités sont clairement en retard, donc c'est un sujet d'attention, on va dire. Et comme j'ai publié un billet il y a une semaine, donc l'Alsace, la région Alsace et le département du Bas-Rhin sont en haut des tableaux parmi les plus dynamiques en France. Donc j'en profite pour valoriser ceux qui l'ont fait. Ensuite, les chiffres en dessous, c'est le nombre moyen de données téléchargeables par service. Donc les DREAL, c'est bien normal, leur métier c'est de l'environnement. Donc les données environnementales, elles en ont beaucoup plus que tout le monde, les DTT aussi. Mais on voit qu'il y a quand même un gap, il y a un écart assez important entre ce que diffuse une DTT départementale sur un territoire et ce qu'un conseil régional diffuse. Donc en moyenne, c'est 11, c'est-à-dire que c'est quand même 8 fois moins ou 7 fois moins qu'un service de l'État, et un conseil départemental, c'est 2. Aujourd'hui, le problème qu'on aura, le problème que j'ai, disons, c'est on est dans un pays relativement uniformisé au niveau des missions de service public, encore aujourd'hui. Si on a des régions, des départements qui ont des dizaines de données, comment expliquer que d'autres régions et départements en aient 0 ? Pour les conseils départementaux, c'est quand même la majorité.
Et voilà. Donc on a une espèce de déséquilibre entre des régions qui sont de plus en plus actives, d'autres qui sont totalement inactives. Même si je ne doute pas que Champagne-Ardenne va s'y mettre, mais je dis ça parce que au 1er janvier, évidemment, tout ça va faire aussi une moyenne. Mais voilà, on a quand même des problèmes vis-à-vis de la mise en œuvre de cette politique environnementale-là, d'équité sur le territoire, pour l'analyse, pour la qualité du patrimoine de données et tout ça. Et ça pose question, à mon sens. Donc les autres constats, c'est l'absolue faiblesse des compétences juridiques des géomaticiens. Or, dans ce que je vous ai dit, je vous ai déjà dit 2 fois le mot les obligations légales de restriction. Et donc, le rôle du géomaticien aujourd'hui, tel que je le conçois, c'est d'être capable de se rendre compte si cette donnée-là, elle ne pose strictement aucun problème et je la mets en ligne. Si cette donnée-là, il ne faut surtout pas que je la mette en ligne, et je pense en particulier à tout ce qui est propriété des données personnelles, ou sécurité publique, mais sécurité publique, le fonctionnaire normal fait très attention à tout ça de toute façon. Mais sur le droit de la propriété, sur les données personnelles, on sent que c'est déjà beaucoup plus compliqué. Moi, on organise des formations aux collègues des DTT et des DREAL au niveau central, et on voit bien qu'il y a un énorme besoin pour être capable de gérer proprement de la donnée dans un service, ne serait-ce que vis-à-vis des collègues du même service. Quand c'est protégé, c'est protégé. Ce n'est pas ouvert sur un serveur au conseil régional ou à l'aglo. C'est sous embargo. Donc voilà, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles on a quand même beaucoup à faire. Et c'est très bien que SIGAL organise cette petite demi-journée, ne serait-ce que pour passer un certain nombre de messages, pour qu'après, les formations à destination des collègues territoriaux puissent s'organiser également. Ensuite, il y a quelque chose qui est fascinant dans le domaine, c'est qu'on a des lois comme s'il en pleuvait. Donc j'ai cité les 5 là, qui nous occupent un peu en ce moment. Donc la loi Macron sur l'ouverture des données de transport, les décrets sont attendus dans quelques semaines. Donc tous ceux d'entre vous qui ont les pires peines du monde à avoir la position des arrêts, par exemple, des bus, des trains, des trams, de tout ce que vous voulez, vous allez pouvoir les avoir en open data normalement, enfin c'est ce qu'on vise. La loi NOTRe est dit aux régions, vous avez pour mission d'organiser une plateforme numérique, est dit aux collectivités de plus de 3500 habitants, vos données sont en open data. Alors clairement, ils pensent plus aux subventions et aux délibérations de l'exécutif qu'à nos histoires, mais malheureusement, nos histoires sont dedans aussi. Plus d'autres choses amusantes. La loi Walter, qui est la transposition de la loi européenne sur l'accès aux données du secteur public, est en ce moment est passée à l'Assemblée nationale. Elle va partir au Sénat. Il y aura probablement une commission mixte paritaire et on verra bien s'il y a encore des redevances ou pas. Enfin, il y a un certain nombre de choses qui sont en cours de discussion. Et puis, il y a la loi Le Maire sur une république numérique qui est en appel à commentaires publics. Et puis, la loi Macron 2 est annoncée. Aujourd'hui, il faut avoir un abonnement à une veille juridique pour savoir tout ce qui se passe, etc. Mais ça, ce n'est pas votre métier de gérer tout ça. C'est celui de Sarah Lenoir, c'est le mien de gérer ça. Moi, ce que je tiens absolument à vous faire remarquer, c'est qu'on a des tendances. Et moi, je crois beaucoup aux tendances. On a commencé en 2005 avec une loi sur l'environnement et sur les données du service public. On a continué en 2007 avec Inspire. On a recommencé en 2013 avec la révision de la loi sur les données publiques. Je suis en train de travailler sur la révision de la directive Inspire. Et ça ne va jamais dans le sens d'une restriction de la diffusion de l'information ou dans le sens de plus forts paiements pour avoir accès aux données. Donc la tendance, c'est toutes les données que vous avez, ça sera en ligne et gratuitement. Et on ne peut pas aller contre une tendance comme ça. On peut toujours faire un îlot de réserve. On peut avoir une stratégie de défense disant bah non, pas par moi, ça va passer par les côtés, et puis moi, on va m'oublier. Je n'y crois pas une seconde. Donc là encore, mon discours, c'est de dire comment vous situez vos organisations, vos collectivités, vos établissements publics dans cette tendance-là.
Est-ce que vous êtes, comme en canoë, vous pagayez pour rester dans le courant pour être capable d'être manœuvrant? Ou est-ce qu'en fait, vous allez être comme la digue qui un jour va lâcher parce que du jour au lendemain, vos élus vont vous dire il faut faire comme ça, ou le préfet, etc., etc. Moi, je pense qu'il y a vraiment une vision à avoir aujourd'hui quand on est chef d'un service géomatique de je fais quoi dans les 2-3 ans qui viennent par rapport à tout ça. L'autre problème, c'est que je suis assez fasciné, par exemple, sur data.gouv.fr, la notion de data déluge. C'est-à-dire qu'il y a une vague de données qui arrive comme ça, et puis vous essayez d'être accroché au sol, à continuer à travailler et d'utiliser ça. Et on n'y arrive pas. L'open data, c'est du data en vrac. Et on disait en commission animation territoriale du CNIJ avec Philippe Mussy que Inspire, c'est de l'open data et de la normalisation. Or, nous, dans nos métiers, si on n'est pas capable de mettre un tout petit peu d'ordre et donc de standard dans nos traitements, on ne peut pas travailler. Et l'enjeu qu'on essaye de porter, c'est comment peut-on standardiser, normaliser les services web, les logiciels et les données, de façon à ce que quand je récupère la donnée d'un partenaire sur mon territoire, je sois capable de l'utiliser à moindre coût. Inspire, c'est d'abord ça. Et aujourd'hui, l'open data ne permettra pas ça. On va au contraire nous noyer, parce que c'est beaucoup plus facile de diffuser n'importe quoi, n'importe comment, sans aucun standard, que de rentrer dans des choses qui sont en effet pénibles, compliquées, coûteuses. Ça, c'est bien vrai aussi. Donc en conclusion, encore une fois, ça c'est plutôt mon expérience risque qui parle. J'ai diffusé des données sur les risques, y compris dans des communes où il y a eu des catastrophes, donc des victimes. Je n'ai jamais eu le moindre problème, ni avec les élus, ni avec les préfets, ni avec ma ministre. Et donc, c'est vrai que je suis, après tout ça, je suis relativement détendu, je suis même absolument détendu quant à l'impact de la diffusion d'une donnée peut avoir sur, typiquement, mes patrons. En revanche, l'autre côté que j'ai vu aussi avec la DREAL Rhône-Alpes, c'est que la DREAL avait ouvert toutes ses données, donc vraiment la bonne petite soldate, j'ouvre toutes mes données, et puis grâce à OpenStreetMap, ils se sont pris une claque, donc ça a été extrêmement désagréable, puisque OpenStreetMap leur a dit, mais là cette donnée, elle n'est pas conforme aux conditions d'utilisation de Google, là vous avez en gros pas respecté les propriétés intellectuelles, etc. Et c'était des données qu'ils avaient préparées pour la gestion de crise. Et là-dessus, on a toujours été clair, en particulier vis-à-vis de l'IGN, qu'au moment de la gestion de crise, on ne respecte absolument aucune propriété intellectuelle, on gère la crise. On donne aux collègues pompiers, on donne aux préfets, on donne aux DTT ce dont ils ont besoin pour travailler. Et le reste, on verra plus tard. Alors au début, ça choque un peu. En réalité, on voit bien que c'est comme ça c'est la seule façon de travailler efficacement. Et le petit problème, c'est que les collègues de la DREAL avaient ouvert tout plus ça. Donc, premier mouvement, ils se sont pris une claque d'OSM, donc ça, ils avaient la joue qui était un peu cuisante. Deuxième mouvement, ça leur a permis de voir qu'ils avaient une gestion un peu approximative, justement, de ce qu'il fallait publier ou pas. 24 heures plus tard, après leur ouverture, ils avaient tout nettoyé, seul ce qui devait être publié était publié, et tout ce qui ne devait pas a été rentré. Moralité, aucun problème ni avec leur direction, ni avec le préfet, ni avec personne. En revanche, alors c'est des choses, il vaut mieux réfléchir avant, parce que c'est toujours, vraiment, ils avaient la joue toute rouge. Mais ça marche. C'est-à-dire qu'à un moment, passer des heures, des semaines, voire des années à dire « Ah oui, mais ça, est-ce que je peux la diffuser ?» c'est très contre-productif, parce que ça vous consomme énormément de temps, tandis que dégrossir les choses, publier et puis être capable de dire « Ah oui, c'est ça, merci de m'avoir signalé ça, je le récupère et puis on n'en parle plus », et bien finalement, ça marche beaucoup mieux. Ça a permis d'avoir une excellente image pour la DREAL Rhône-Alpes parce qu'ils ont été ouverts et réactifs et responsables. Et donc, ils ont plutôt gagné vis-à-vis de leurs partenaires, à la fois services de l'État, établissements publics et collectivités, d'avoir fait ça, plutôt d'avoir continué à tout garder chez soi. Donc ça, c'est du vécu. Ce n'est pas aussi effrayant que ça de publier ces données. Et ça, je voulais témoigner de cela avec vous. Donc moi j'ai évidemment un problème, parce que je suis payé pour ça, avec le contentieux européen. J'aimerais bien ne pas avoir à donner quelques dizaines de millions d'euros à la Commission européenne. Je préfère essayer de les récupérer.
Et puis surtout, encore une fois, on gère des territoires qui sont partagés entre les différents millefeuilles administratifs, mais aussi le millefeuille administratif de l'État. Nous, notre mission, c'est d'améliorer les services publics. Donc si on est là, sur ces histoires-là, c'est parce qu'on pense que ça va améliorer les services publics. Et on fait les lois parce qu'on le pense, et non pas le contraire. Donc aujourd'hui, le constat, je pense que je ne vais rien apprendre aux praticiens, c'est qu'on a du mal à avoir les mises à jour, on a du mal à les réutiliser. Et le mot de la fin, c'est que tout ça, c'est dans vos mains. Nous, on a fait un certain cadre de travail législatif, et on a fait des guides aussi avec le Conseil national de l'information géographique, mais à un moment, c'est vous qui êtes sur le terrain, c'est pas moi, et c'est bien à vous de jouer pour voir si tout ça est faisable à vos niveaux, et qu'est-ce qu'on doit améliorer pour que ça le soit davantage.